Explication et détails de contexte sur la colorisation stack, donc qui est un des 3 panneaux de mon add-on, donc de mon extension Colorization, dont l'un des sous-panneaux s'appelle Colorization d'ailleurs, et que vous trouvez, juste pour le rappel, dans le menu Fenêtre, Extension, et lorsque vous installerez mon extension, vous aurez Colorize Clean, donc déjà couvert dans une autre vidéo, Colorize Stack, et Colorization, aussi couvert dans une autre vidéo. Donc ici on va s'intéresser en détail à Colorize Stack, mais pour le rappel, si vous voulez découvrir, regardez plutôt le tour d'horizon ici, où j'ai fait un petit tour d'horizon des 3 panneaux de l'horizage ici. Donc voilà pour ce qui est de ça. Donc ici on va s'intéresser aux différents boutons qui sont ici. Cette section, que l'on ait utilisé Colors Clean parce qu'on a scanné une page, on l'a nettoyée, redressée, etc. Donc ça c'était le but du premier panneau. Peut-être que vous avez fait ça en numérique, donc vous n'avez pas besoin. Mais par contre vous pouvez avoir besoin de créer une structure de calque. Structure de calque, classiquement on va avoir un calque pour les fonds de cases, un calque pour les premiers plans, et puis un calque pour les FX, donc c'est tout ce qui va recouvrir les premiers plans et les arrière-plans, tels que de la pluie, tels que voilà, des éléments de flamme, tout ça. Et puis les traits, et enfin on pourra peut-être aussi avoir un calque dédié à la colorisation des traits, s'il y a besoin. Donc voilà, ce que j'appelle structurer, c'est ça. Réduire aussi ici la résolution. Donc ici, par exemple, je suis à 600, donc on va utiliser peut-être une résolution à 300. Certains éditeurs demandent un peu plus, 350, 400. Ça va dépendre ici. Donc le but va être de réduire ici, de convertir le niveau de gris ici en RVB, ce que je préconise. On reviendra dans cette vidéo sur le pourquoi du RVB plus tard. Ici, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de vous montrer qu'il y a 4 choix de structuration qui vont dépendre de la méthode de colorisation que vous allez vouloir. Basiquement, vous allez utiliser le premier bouton qui va vous permettre tout simplement de séparer, donc on va le regarder. Voilà, donc ici, par défaut, je vous propose de réduire à 300 pixels par pouce, mais vous pouvez changer, et automatiquement, voilà, vous voyez que tout a été créé pour moi, donc j'ai un calque de couleur unique qui me permettra de changer la couleur si je veux assez facilement de mon calque. J'arrive sur un calque qui s'appelle BG Frame, donc désolé c'est en anglais pour des questions de facilité. BG c'est background, c'est arrière-plan, frame donc des cases en fait tout simplement. Et ici vous avez un calque foreground pour les premiers plans, un calque FX, un calque pour les lignes, et un calque pour la colorisation des lignes. Donc tout ceci est déjà en RVB, par contre ça simule, j'active pour vous, la fonction couleur d'épreuve qui prend par définition l'espace de travail SimVN de simulation. Okay, juste pour le rappel, si vous travaillez en couleur, vous devrez bien entendu en colorisation, ici mettre dans votre espace de travail le profil en fait de séparation de couleurs, le profil colorimétrique que vous demande, le standard que vous demande votre éditeur ou imprimeur. Voilà, donc si vous ne savez pas pour le travail, parce que vous êtes sur la recherche d'un projet et que pour l'instant vous ne connaissez pas d'éditeur et vous ne savez pas dans quel élément, c'est une des raisons pour lesquelles je préfère travailler en RVB, tout simplement parce que bien, je pourrais convertir au final la planche dans l'espace de destination qui m'intéresse. Mais pour ça, il faut, pour pouvoir être conscient de ce que l'on va perdre entre du RVB et du CMJN, eh bien, il faut être capable de simuler pendant tout le travail la dégradation qu'amène forcément le CMJN. Pour vous illustrer ça, je vais vous ouvrir l'utilitaire ColorSync. Ici, vous avez un Adobe 98, donc voilà un petit peu, donc il y a un petit effet ici à cause de l'enregistrement de ma carte graphique, mais vous voyez tout l'espace reproductible ici. Vous pouvez, si vous êtes sur Mac, utiliser ce petit utilitaire qui est par défaut, et demander de conserver pour la comparaison. Et maintenant je vais prendre le foie gras 39, ici, et vous voyez ici l'espace du foie gras 39, donc l'étendue possible des reproductions de couleurs, et en grisé ici, tout ce qui était dans l'Adobe 98. Donc juste pour le rappel, le procédé d'impression offset, le print en général, mais l'offset en particulier, est d'un des espaces les plus réduits possibles en termes de couleurs. D'accord ?
Donc, si vous travaillez eh bien pour l'impression, va falloir prendre conscience de ça. Par contre, je vous rappelle aussi que de plus en plus, vos bandes dessinées, vos pages vont être aussi vues sur des écrans, des tablettes, des iPads, des ordinateurs. De plus en plus, on a des applications de lecture en fait, électronique. Et dans ce cas-là, un espace de couleurs aussi restreint donnera des couleurs fades sur un iPad par exemple. C'est une problématique qu'on voit souvent arriver. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère travailler en RVB, ce qui fait que je pourrais choisir en fait des dégradés de couleurs, parce qu'imaginons que j'ai un dégradé ici dans le vert, que j'ai un dégradé qui aille d'ici à ici. Juste pour vous illustrer ça aussi, si, donc je reviens ici, si vous venez dans les zones, ici je l'ai déjà fait, vous voyez ici que l'on peut, une fois que la fenêtre sélecteur de couleurs est activée, vous pouvez demander ici les couleurs non imprimables. Ça vous met en gris toutes les couleurs non reproductives, ce qui est à peu près, donc ici, hein, sur cette teinte-là, c'est à peu près, finalement, une coupe, en fait, de ce que l'on voit ici, d'accord et on voit, par exemple, que dans les verts, il va y avoir beaucoup d'éléments. Maintenant, si je veux faire un dégradé qui va de là à là, eh bien, il ne sera pas reproductible, d'accord? Donc c'est pour ça que je vais sélectionner ici une simulation, on reviendra sur un élément plus tard, dans Colorization, je vous reparlerai un petit peu de ça, mais juste pour vous donner le pourquoi du RVB, vous utilisez une simulation ici, donc si je prends par exemple un vert volontairement très vif, ici, je prends mon pinceau ici, vous voyez que même si j'ai utilisé ce vert là, Photoshop me simule, commande Y, CTRL Y, me simule le résultat. Donc je vais pouvoir travailler en ayant une conscience accrue de comment en fait va être détériorer mes couleurs, mais garder des couleurs, alors là volontairement c'est de trop, mais garder des couleurs vives pour l'écran, et avoir en même temps une visualisation de ce que l'on peut de ce qu'on peut faire, de ce que l'on aura finalement en dégradation obligatoire, on n'a pas le choix, sur la version imprimée. Vous verrez que dans une autre vidéo de Colorization, j'ai un petit bouton qui vous permet de laisser ouvert la visualisation, le fichier RVB, la visualisation CMJN, et même une visualisation au niveau de gris pour voir les contrastes de vos couleurs, donc sans la couleur. Donc ça, ce sera un bouton qui sera couvert plus tard, donc ça vous permet d'anticiper et de faire les bons choix pour garder des dégradés de couleurs intéressants, mais on y reviendra plus tard. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer ici. Donc 4 méthodes. La première, donc, qui s'appelle RGBC pour couleur, c'est-à-dire que dans cette méthode, on sait que l'on va vouloir ou pouvoir coloriser les traits, ici. Une autre méthode, c'est si les traits restent noirs, ce qui est demandé par certains éditeurs, c'est de ne pas avoir les traits sur un calque, mais avoir les traits dans une couche de ton direct, ce qui n'est pas le cas ici, s'il s'agit d'une couche alpha, c'est-à-dire une encre d'impression supplémentaire. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants ici. D'ailleurs, je vais annuler ici la taille de cette page, et je vais vous montrer ici. Lorsque je viens cliquer, même choix ici, voilà. La seule chose, c'est que vous voyez que le calque des lignes est désactivé, il est quand même pour pouvoir vous montrer. Vous n'avez pas de calque pour mettre la couleur sur les lignes, tout simplement parce que les lignes sont gérées avec une spot color, donc c'est-à-dire une couche de ton direct, ce qu'on appelle, comme des pantones par exemple ici, spécifiquement, qui peuvent être cumulés avec les traits, hein, ça dépend des demandes, mais dans ce cas-là, si on utilise cette méthode, généralement on va éviter de mettre de la couleur sur les traits, tout simplement parce qu'on va avoir un noir profond fait par une couche d'encre supplémentaire. Donc voilà la différence entre ces deux méthodes. Donc si on vous demande d'utiliser la méthode en fait d'avoir un ton Pantone direct, un ton direct ou un Pantone, eh bien vous utilisez ce bouton donc ici, S pour Spot Color, Spot Channel Color en anglais, et sinon vous utiliserez principalement celle-ci. Les deux autres boutons ici, en fait, sont la même méthode que l'on va voir dans quelques instants, et c'est une des raisons pour laquelle on va garder du CMJN, c'est une méthode à l'ancienne. Juste pour vous dire, la méthode ici, la seule différence sera dans la méthode d'isolation des traits, on reviendra sur ça plus tard. Donc en gros ceci, la plupart du temps je vous recommande de travailler en RVB et de simuler le CMJN. Ici, ce qui est intéressant c'est que parfois, par contre, vous avez un style de BD qui sera plutôt ligne claire,
Linkler est un style de BD franco-belge qui est assez connu ici, que l'on avait aussi d'ailleurs dans les comics. Donc ici, c'est-à-dire on va avoir des aplats, des traits assez nets, assez fermés, assez réguliers, et des aplats finalement, si on regarde bien, bon bah voilà, il y a un bleu référence pour le ciel, il y a un vert référence pour l'herbe, on est sur quelque chose d'assez simple, on n'a pas de couleur très sombre, ou d'univers très sombre, comme on pourrait l'avoir d'ailleurs dans les BD fantastiques, le fantasy, où là on a des univers très sombres, et donc du coup, on a besoin d'avoir du noir dans la couleur. Alors que, effectivement, lorsque l'on faisait de la ligne claire et que l'on colorisait en BND, du nom de Benjamin Day, c'est-à-dire en trames, c'était des trames découpées sur magenta jaune qui allaient être associées, ce que l'on voit d'ailleurs chez Roy ici, et ce que l'on avait ici aussi dans les comics en fait des années 70-80, quand j'étais jeune. Donc voilà, donc ici, donc ce style, du coup, c'était des couleurs finalement où on n'est pas dans un univers très sombre, on est vraiment sur des univers avec des couleurs un peu pâles ou des couleurs un peu vives, des couleurs finalement d'aplats, même si on peut avoir des aplats d'ombre en fait. Donc si vous êtes dans ce style de bande dessinée qui nécessite finalement ce style de colorisation, et bien dans ce cas-là, il va être plus intéressant de travailler directement en sur magenta, jaune et noir. Et par contre, dans ce type de colorisation, il est interdit de mettre de noir dans les couleurs. Le noir est réservé aux traits. Donc c'est à ça que vont servir ces deux boutons ici. Voilà. Je vais les jouer l'un après l'autre. Ce premier bouton, donc même principe, on va me demander la résolution. Donc je vais laisser à 300. Voilà. Ce premier bouton bien, va me permettre de séparer en cyan, magenta, jaune et noir direct, d'avoir une structure de calque qui est très proche de celle que l'on avait avant. La seule différence, c'est que même si vous prenez une couleur, par exemple, voilà, je vais prendre un vert très sombre comme ceci, où on voit que par définition il devrait y avoir 42% de noir, lorsque je vais peindre ici, si j'ouvre mes couches, et je vais venir ici, eh bien on va voir que dans le noir, il n'y a absolument pas cette couleur, ici, et on voit aussi qu'il y a du gris qui apparaît, mais on va revenir sur ça dans quelques instants. Donc on voit bien ici que grâce à une option de calque qui a été activée par défaut, c'est des modes de fusion avancés, ça interdit d'afficher le noir ici. Donc quelle que soit la couleur que finalement vous allez choisir ici, vous vous retrouverez vers la couleur la plus proche, sans noir. Donc à vous après peut-être de l'ajuster un petit peu, mais en tout cas vous pourrez voir ici correctement. Donc tous les calques, comme vous le voyez ici, ont cette propriété ici de mode de fusion. Donc du coup, du moment où vous peignez sur un de mes calques, vous n'aurez pas de problème. Si vous devez créer d'autres calques, je vous conseille soit de venir dupliquer un des calques existants, soit de faire un nouveau calque, que l'on va appeler comme ceci, et de venir aussitôt décocher cette case. D'accord ? Donc voilà, si vous avez besoin de rajouter des calques dans cette méthode. On va voir aussi que, donc là, si je reviens et que j'enlève ici le vert que j'ai fait, on va voir aussi que dans ce type de méthode, pour éviter des problèmes justement d'anti-aliasing, je vais venir ouvrir une planche, donc hop là, qui est le jeune Albert, voilà, ici, donc Isabelle Momenet, qui était la coloriste de Yves Fialan, m'avait autorisé pour le livre avec Knights à venir montrer, en fait, à venir scanner une planche, et j'ai recréé la trame pour vous montrer une des particularités de ce type de BD. Si vous prenez donc des vieux Spidey, des vieux Marvel, etc., vous aurez exactement la même chose si vous regardez avec un compte fil ou une loupe, vous verrez exactement ce même genre de choses. Okay, donc c'est une illusion d'optique de trame de points. Vous voyez que parfois il y a même des aplats, donc si j'enlève le noir, il y a des aplats. Ici, il s'agit de trames. Ce que j'aime bien aussi montrer ici dans l'excellent boulot d'Isabelle, c'est que il y avait effectivement même des trames beaucoup plus complexes, par exemple ici, voilà. Là, des trames assez complexes déjà ici qui étaient faites, et l'accumulation en fait de ces trames, si on vient ici, allait nous donner un mélange optique, c'est exactement ce que l'on a en impression ici. Donc des aplats ou des trames vont nous donner ceci, mais l'inconvénient c'est que les traits noirs, dans les aplats, les grandes zones d'aplats noirs,
on voyait souvent réapparaître une insuffisance d'encre comme ceci. Alors à cette époque, on s'en moquait complètement, on ne le voyait pas, mais maintenant que notre œil était à un certain niveau d'exigence sur la couleur, les profondeurs des noirs, surtout sur des tablettes ou autres, eh bien il serait intéressant de pouvoir garder quelque chose qui soit beaucoup plus noir, dense. Encore une fois, sur des traits assez fins comme ceci, la réduction en fait ici de la taille fera qu'on ne verra pas la différence, et surtout dans les grosses zones d'aplat ici, que l'on aurait des problèmes. Donc j'adore le jeune Albert, et le travail de Yves Chalon, et puis d'Isabelle Beaumenet aussi, est assez magnifique. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille très fortement. Donc ça, c'était juste pour vous montrer et revenir un petit peu sur ça. Donc ici, ce que j'ai fait, si vous regardez bien, c'est que j'ai ajouté, si j'enlève le noir, j'ai ajouté un soutien de gris. Donc d'ailleurs, si on vient prendre ici notre panneau d'information, voilà, juste ici, voilà, vous voyez ici que j'ai effectivement un gris, et donc vous voyez les valeurs CMGN qui apparaissent en haut ici, 60, 50, 50, 100, donc c'est des valeurs que j'ai mis moi par défaut, donc si je reviens ici avec, voilà, avec mes couleurs, voilà. Et on s'aperçoit aussi que si je reviens ici, que j'enlève le noir, vous voyez que les traits noirs sont plus gros, il y a un grossi des traits noirs par rapport aux traits, au soutien sur magenta et jaune. Donc ceci tout simplement parce que j'ai mis un filtre qui vient faire un filtre maximum qui va réduire la densité des traits, ce qui évite que s'il y a un mauvais calage des plaques de cyan ou de magenta et de jaune par rapport au noir, et bien que du jaune et du noir puisse dépasser des traits noirs. D'accord? Donc voilà une légère contraction. Donc tout ceci est fait pour vous. Si jamais la valeur ici de mon soutien, qui est 60, 50, 50, ne vous convient pas, il s'agit en fait d'une incrustation de couleurs. Donc il vous suffit juste de venir redouble-cliquer sur incrustation de couleurs et de changer les valeurs que vous voulez, voire même d'enregistrer un style et de le réappliquer en un seul clic, en lieu et place de celui-ci. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un panneau style, vous pouvez mémoriser ici ce que vous avez fait dans un style, et venir l'appliquer plus tard en un clic en sélectionnant le calque et le style lui-même. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer dans cette personnalisation ici des éléments. Cette méthode, la méthode d'extraction que j'ai fait est la méthode dite de sélection douce, c'est-à-dire de récupération en fait de la luminosité ici qui est blanc, d'inversion ici, de création d'un calque et de remplissage sur un nouveau calque avec un noir choisi. Donc ça c'est la méthode de récupération, et il y a à l'œil nu absolument voire même pas de possibilité de voir la différence avec le trait original. D'accord ? Par contre, si vous aviez oublié de nettoyer une petite poussière, eh bien ça sera la gomme automatiquement. Donc moi ce que j'aimerais bien, c'est que si dans mon nettoyage, par exemple ici on voit il y a des petits points, si jamais j'ai des problèmes, j'aimerais pouvoir les, les modifier plus facilement. Alors là on a quand même possibilité de modifier, parce que simplement mes traits sont à l'intérieur dans un calque qui s'appelle ligne, donc un objet dynamique, et je peux toujours venir gommer. D'accord ? Mais le nettoyage sera moins facile, tout simplement parce que là, avec le damier, il va falloir que je rajoute un calque de fond blanc derrière, que je vienne gommer, et on n'a pas la souplesse de l'outil densité moins, qui va nous permettre de venir supprimer des éléments. Donc c'est pour ça que j'ai fait une autre méthode. Donc si je reviens ici en arrière, je reviens là, ici, qui a un petit effet sur l'épaisseur du trait, mais qui est modulable, bien entendu, mais qui va vous permettre de nettoyer a posteriori vos traits si jamais vous avez fait des oublis. Donc ici, même principe au niveau du nombre de calques, de la structuration et de tout ce que l'on veut. Ce qui va différer ici, je vais venir fermer maintenant mon panneau nuancier, c'est la méthode. Si je viens ici à l'intérieur de cet objet dynamique, je vais avoir aussi des compositions de calques. Et là, vous voyez que c'est lines only, donc c'est les traits uniquement, et que la disparition des traits, finalement, est faite avec un effet, qui est ici, par comparaison. Si je vous montre. Voilà, là les traits sont là les traits disparaissent, avec une tolérance, avec Alt, avec une tolérance plus ou moins forte, d'accord? Donc ceci, du coup, j'ai pu le mémoriser, et donc si vous voulez nettoyer, il suffit de cliquer sur Original, vous venez prendre nos outils qu'on a dans Colorize, Clean, pour pouvoir venir nettoyer les petites zones, et au moment où vous avez fini, vous revenez sur Line Only, vous enregistrez, vous fermez, et vos traits seront nettoyés. Donc si jamais les traits grossissent un peu trop à votre goût,
eh bien il suffit tout simplement de venir ici, et de venir gérer ce curseur ici, plus ou moins, en fonction des détails que vous voulez garder ou perdre. Moi j'ai mis à 10, ce qui me paraît un très bon compromis, hein. Généralement on ne verra pas vraiment de grosses différences ici, sur les lignes et leur nettoyage. Donc voilà la différence entre ces deux boutons, c'est juste au niveau de l'extraction des lignes et de la facilité de nettoyage des traits que cela impacte. Ici des traits à 100% fidèles, ici peut-être une légère altération des traits, donc je vous laisse juge, moi je préfère cette méthode, c'est pour ça que je l'ai ajoutée. Donc voilà, donc je vais revenir maintenant en arrière, voilà, donc hop, ici, et puis on va revenir sur la première méthode finalement, qui est celle qui sera certainement le plus utilisée, et maintenant on va détailler les autres fonctions, ici. Donc si je reviens, voilà, donc je vais dire OK, voilà, et j'ai bel et bien tout de fait directement. Dans cette étape, ce qui va être important surtout, c'est de structurer, d'isoler les éléments importants pour qu'ensuite en colorisation, on puisse facilement passer des premiers plans aux arrière-plans, aux effets et aux traits, voire même à la couleur des traits. Donc ici, vous voyez, c'est un raccourci vers les deux calques les plus importants quand on a cette phase d'isolation, c'est-à-dire le calque de fond de case et le calque de premier plan. Au lieu d'avoir le panneau calque ouvert tout le temps, bien vous pouvez tout simplement cliquer ici, sachant que je vous rappelle que vous pouvez mettre des raccourcis clavier aussi pour accéder directement au bon calque, et le mettre sur les boutons de votre Wacom par exemple, ou sur votre menu radial par exemple, dans la tablette Wacom. Donc voilà, donc ça vous permet de basculer de l'un à l'autre assez facilement sans avoir forcément besoin de perdre de la place avec le panneau calque ouvert, du moins dans cette première phase ici de travail que l'on va voir. Donc ce que je vais faire ici, c'est choisir une couleur, alors on va prendre une couleur un peu herbe. Pour l'instant je m'en moque vraiment de la couleur, pour tout vous dire. Ce que je veux c'est vraiment séparer les plans, donc avoir même une couleur un peu franchement saturée ou pas du tout en rapport, mais qui contraste bien entre les couleurs de premier plan et d'arrière-plan, et bien finalement c'est quelque chose qui va être bien, et on pourra facilement modifier ces couleurs après pour commencer à positionner nos ambiances. Donc ici, on va avoir plusieurs méthodes, donc ici déjà je peux choisir mon color picker, donc juste en cliquant ici, on va avoir plusieurs méthodes. Et alors ici on va avoir le pot de peinture, on va avoir des pinceaux, etc. Moi ce que je vais préférer dans un cadre comme ça où les traits sont assez fermés, donc plusieurs méthodes, parce que parfois vous allez avoir des traits aussi qui vont être beaucoup moins fermés. Par exemple si je vous prends au fond, qui est une planche, voilà, ici. Voilà. Ici, la colorisation avait été faite sur... Alors, je vais rouvrir tout ceci. Alors bien entendu, effectivement, pareil, pourquoi je voulais aussi vous montrer cette planche, c'est qu'ici, il y avait de la matière qui passait en dessous, donc j'ai été obligé de rajouter des calques, et c'était l'ancienne nomenclature d'ailleurs des calques, dans l'ancienne version. Du coup, on est obligé de rajouter des calques, donc ça ne veut pas dire que parce que, par définition, je positionne un certain nombre de calques, ça c'est pour moi les fondamentaux, la structure, que vous ne pouvez pas en ajouter, bien entendu. Hein. Mais si vous utilisez cette structure de calque pour des besoins courants, on va dire, bien ça sera plus facile, même après, par exemple dans la partie colorisation, d'avoir le bon calque d'accessible, sans avoir besoin d'avoir le calque, le panneau de calque ouvert. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert et pourquoi, en fait, j'ai ce renommage ici des éléments. Donc si je reviens ici sur ce fichier-là, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement que là, les traits sont... c'est simplement un crayonné qui a été boosté, et vous voyez que les traits sont pas forcément fermés, qu'on va peut-être parfois avoir des hachures, ça dépend des différents traits de BD, donc pas forcément dans ce cas-là, mais certains traits vont être plutôt hachurés, certains traits vont être plutôt légers, ouverts, et donc en fonction de la méthode, eh bien, il pourra être compliqué parfois de venir utiliser une méthode à tout prix. Donc il y a plusieurs méthodes, à vous de juger. Quand les cases sont bien délimitées comme celle-ci, ma méthode préférée pour moi c'est de prendre donc cet outil prédéfini, encore une fois, dont vous pouvez changer la nature, ici, qui va simplement activer donc ces tolérances classiques, 5,5, etc. Et ici, échantillonner tous les calques, c'est-à-dire que ça va prendre comme référence, non pas le calque actuel sur lequel il n'y a rien,
donc du coup ça sélectionnerait tout, mais ça va prendre ce qui est visible. Donc ici je vais sélectionner non pas ce que je veux, juste pour vous illustrer ça, parce que si je voulais sélectionner ce que je veux, il faudrait que je fasse beaucoup, vous voyez ici avec les hachures, beaucoup de clics, et je ne serais pas forcément propre dans ma sélection. Donc dans ce cadre ici, je vais plutôt sélectionner mes marges, donc ce que je ne veux pas, mes marges, et le contenu de mes bulles, avec majuscule ici, pour faire plus. Je pourrais d'ailleurs aussi aller ici et faire ceci. Maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire, ok, quand je viens travailler, je vous rappelle aussi que Photoshop va faire ce qu'on appelle le l'anti-aliasing, parce que je vous rappelle c'est des pixels qui sont carrés, et que lorsque l'on va vouloir dézoomer, on va avoir de l'anti-aliasing, donc c'est des niveaux de gris sur la périphérie qui vont nous permettre de donner une impression de lisser, en fait, à l'écran. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, pour éviter que lorsque l'on va remplir, eh bien, il y ait des petits pixels qui se voient apparaître sur les extérieurs, voire même une petite ligne blanche à l'intérieur, vous pouvez cliquer sur ce bouton qui va faire quoi? Qui va intervertir la sélection, et qui va l'avoir contracté de 2 pixels, ici, pour rentrer sous le trait, et de manière à éviter que quand je vais remplir, il y a un petit débord, par exemple, de mon vert, ici, qui apparaisse soit à la périphérie, soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà à quoi sert ce bouton, tout simplement inverser et contracter en une étape ici. Maintenant, si vous avez des traits plus fins ou plus gros, que la contraction ne vous plaît pas, vous pouvez revenir contracter, revenir dilater ici, grâce à ces 2 boutons ici. Ça vous évite d'aller dans le menu sélection, modifier, contracter, et de venir tâtonner, hein. Donc ça vous permet de le faire de manière plus intuitive. Donc si je reviens ici maintenant, je vais pouvoir demander de remplir avec la couleur de premier plan, désélectionner, et surtout quelque chose de très utile en colorisation de BD, verrouiller les pixels transparents, ou les déverrouiller. Vous voyez dans mon panneau calque ici que ça apparaît, donc c'est concrètement ce petit icône, mais j'ai pas besoin de passer par le panneau. Je vous rappelle que ici je n'ai pas mis de vert, donc c'est transparent sur ce calque, et ici c'est comment dire, c'est opaque. Donc cette option va m'interdire, donc si je prends une autre couleur, quelle que soit la couleur, on s'en moque, c'est pas grave, et donc si je prends un pinceau et que j'essaye de peindre sur une zone où il n'y a pas de pixels, il va pas vouloir. Par contre, du moment où je passe ici, il va bien vouloir. Alors je peux déborder sur l'autre case, bien entendu, mais comme c'est des cases et qu'elles sont pas collées, eh bien je peux très rapidement faire ce genre de choses pour pouvoir travailler uniquement sur une case, et c'est là où je vous disais que pour l'instant, finalement, ce qui nous intéresse, c'est l'isolation plutôt que la couleur, parce qu'après il sera aussi facile, par exemple, de faire un commandu, de faire un colorisé, de choisir une couleur, une saturation, une luminosité. Il sera assez facile, finalement, une fois que les éléments seront isolés, eh bien, de venir les modifier. Donc voilà un petit peu à quoi ça correspond. Donc cette option ici, si elle est décochée, eh bien, tant pis, il n'y avait pas de pixels, je vais en ajouter sur ce calque. Et c'est effectivement pas ce qui nous intéresse. Donc voilà pour cette première partie-là. Maintenant, je peux cliquer sur ce bouton pour basculer sur le calque de premier plan, donc nommé foreground, ici pour des questions de scripting, pour que mon bouton puisse les appeler. Il fallait que je choisisse une langue, donc j'ai pris la plus répandue. Ici, il va y avoir plusieurs méthodes pour maintenant les premiers plans. Alors imaginons ici que sur ce personnage, par exemple, voilà, à vous de déterminer, est-ce que les ombres que l'on a ici derrière, par exemple celle-ci, est-ce que ça fait partie du premier plan ou de l'arrière-plan? C'est à vous de déterminer, pour moi ça ferait plutôt partie de l'arrière-plan. Et donc du coup on va pouvoir venir isoler nos premiers plans. Pour isoler ces premiers plans, eh bien, on va pouvoir travailler de différentes méthodes. On peut très bien, dans certains cas, on verra qu'on peut très bien utiliser le pot de peinture, mais le problème, quand vous avez beaucoup de hachures comme ça, c'est qu'il va falloir faire beaucoup de clics. Donc finalement, une des méthodes pour moi les plus pratiques, dans ce genre de traits, encore une fois, ça dépend de la nature des traits. Sur de la ligne claire, ce ne sera pas la même chose, le pot de peinture sera très bien. Eh bien, on va plutôt prendre ici le lasso. Donc ici, je suis de chez moi, donc j'ai une tablette Untools. L'idéal pour cette méthode, c'est quand même lorsque l'on est sur une Cintiq. Donc c'est une tablette qui est aussi un écran, donc du coup on n'a pas besoin, on n'est pas en déporté, c'est-à-dire l'endroit où on travaille et l'endroit où on regarde sont les mêmes sur une Cintiq. Ici on est je suis sur une Untools, donc je suis moins rapide que sur ma Cintiq qui est au bureau. Donc juste pour vous dire ça, parce que là du coup on est obligé de travailler. Donc on va pouvoir très rapidement ici passer sous les traits. On n'a pas besoin d'être super précis, d'ailleurs je vous rappelle que si vous êtes avec le lasso libre, si vous y êtes appuyé sur Alt, vous pouvez relâcher
tant que vous ne relâchez pas le Alt, vous pouvez relâcher, et il va vous permettre aussi de faire des sections, ici, et de venir, par exemple, sélectionner. Vous pouvez aussi, de temps en temps, faire des pauses, et remplir avec une couleur, par exemple, ici, hop là, remplir ici, et puis continuer, et puis re-remplir, etc. Le but ici, encore une fois, c'est d'être, désolé, c'est très difficile d'être rapide quand on est en train de parler en même temps, mais ici, cette méthode, dans ce genre de cases, bah, me permettra quand même, malgré tout, d'être sûr de n'avoir rien oublié. Je peux revenir ici en disant bah, ça en moins, je peux revenir remplir, je peux revenir prendre mon pinceau si je voulais aussi, donc vous avez plusieurs méthodes, hein, il n'y a pas une méthode absolue, on peut aussi peindre, hein, vous voyez, on peut mixer, ça dépend des zones, ça dépend des endroits, je trouve personnellement que effectivement il y a quand même moins de... voilà. Excusez-moi, c'est difficile encore une fois, de parler et de faire en même temps. Il y a moins d'artefacts, il y a moins de choses potentiellement oubliées avec cette méthode, mais encore une fois, c'est une question de goût. Parfois, j'aime bien aussi dire que quand on fait cette préparation, moi c'est ce qui me permet de rentrer dans la planche. C'est là où je vais découvrir, vu que je ne suis pas le dessinateur généralement des colorisations que je faisais, c'est là où je vais découvrir les détails de la planche, je commence à rentrer, donc cette partie qui peut paraître fastidieuse au tout début, et qui l'est, soyons honnêtes, quand on a 46 pages, bah finalement est une partie qui va vous permettre de découvrir et de rentrer petit à petit dans la planche, donc je suis assez finalement fan de cette partie-là. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi gommer ce qui dépasse avec votre gomme, votre pinceau, etc. Donc si on prétend, je vais juste finir ce personnage-là, mais je ferai en fait tous les premiers plans ici, avec une couleur pour l'instant, sans vraiment m'embêter ici. Donc les petits personnages que vous voyez derrière, je vais les considérer comme de l'arrière-plan, mais c'est encore une fois, c'est à vous, ça dépend de votre méthode, vous allez pouvoir faire ceci. Voilà. Mais imaginons, donc là j'en prends qu'un, mais je devrais avoir tous mes premiers plans, et juste pour illustrer ce propos, je vais quand même finir lui parce qu'il est assez rapide. Vous voyez que le fait d'avoir la touche Alt enfoncée tout le temps me permet des temps libres, et si jamais je relâche par inadvertance, de ne pas refermer le tracé ici. Voilà. Donc une fois que ces premiers plans seraient faits, eh bien, il faudrait venir verrouiller aussi les pixels transparents, de manière à ce que, bien ici, on le voit, ça soit comme ceci, bien placé. Donc ça, théoriquement, sur toute la page, vous faites vos différents plans. Encore une fois, vous pouvez aussi revenir changer de couleur, vous pouvez revenir éclaircir un petit peu, etc. Et puis maintenant, si imaginons que tout ça soit fait, tous mes plans soient faits, comment je viens retravailler et réisoler des parties? Tout simplement en prenant mon lasso, là par exemple je sélectionne tout ce qui est peau, voilà, je peux dépasser sans aucun problème, parce que de toute façon, les pixels transparents sont verrouillés, juste pour le rappel, et je vais pouvoir faire ce genre de manipulation, qui vont me permettre d'avoir sélectionner les peaux. Alors je pourrais prendre aussi la peau de son camarade pendant que j'y suis, et ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est un commande U, ou un CTRL U sur Windows, qui me permet d'avoir teinte saturation, et de venir ici plus intuitivement choisir une couleur qui se rapproche plutôt de ma peau, avec plus ou moins de saturation, plus ou moins de clarté, et ça me permet assez rapidement de venir trouver la peau de ce personnage par rapport à celle-ci, etc., etc. Donc vous voyez que ça va aller finalement assez vite, de venir resélectionner après, par exemple ici, les cornes, commande U, revenir ici peut-être désaturer, amener ça plutôt dans des bleus désaturés et un peu plus blanc par exemple, ou si on est plutôt sur des cornes peut-être un peu plus jaunes, voilà. Et puis voilà, donc du coup vous allez pouvoir très rapidement redonner des teintes aux éléments qui vous intéressent, comme vous le voyez ici, voilà, et puis imaginons que la ceinture soit de la même couleur, et bien je vais pouvoir basculer comme ceci, hop, et faire un commande U, et puis encore une fois, venir travailler, venir apporter d'autres couleurs, etc., etc. Ce qui sera du coup assez facile après. Je vous rappelle ici que l'on aura nos aplats. Lorsque je vais vouloir travailler, je pourrai revenir sur ma backend logique, mais ce coup-ci en décochant échantillonnage, parce que comme ça il me permettra de prendre l'ensemble de l'aplat bleu. Hein, je vous rappelle que échantillonner tout le calque ne prendra que ce qui est visible, déséchantillonner me permettra de prendre ça, et si j'avais demandé non pas les pixels contigus,
il me récupérera instantanément toutes les couleurs identiques à cette couleur-là, pour pouvoir travailler dessus par exemple, et pouvoir venir X ici, voilà, pour pouvoir venir par exemple travailler des lumières, ajouter des éléments dans des zones. Donc voilà un petit peu cette partie de préparation. Maintenant, si on prend un autre cas, je vais revenir sur mon arrière-plan, pour montrer d'autres méthodes. Imaginons que je sois plutôt dans un style ligne claire, bien fermé. Ce qui n'est pas le cas ici, j'ai des petits traits qui sont ouverts, c'est pas très grave. Si je prenais le pot de peinture, et bien par exemple ici, vous voyez certainement où je vais vouloir venir, je vais peut-être prendre, allez, un verre, je vais prendre exprès quelque chose de volontairement très différencié. Il veut venir passer et remplir dans tout simplement parce que c'est ouvert, d'accord? Et puis ensuite, si on regarde bien de près, à cause de l'anti-aliasing, on risque d'avoir des petites zones de mauvais recouvrement, voire même ici des éléments qui fonctionnent pas très bien. Donc généralement déjà, quand on le fait, c'est pour ça que vous voyez un petit x2 ici, c'est qu'on fait plusieurs fois ici, on clique 1, 2 ou 3 fois, et ça va venir grossir légèrement en fait la zone pour passer sous les traits. Donc quand vous utilisez donc, le petit 2x ici, sert juste de rappel, pour vous dire qu'il faut cliquer plusieurs fois, ça dépend de l'épaisseur du trait et de sa diffusion. Hein. Donc si je viens, je vais annuler ici, et en fait, pour pouvoir fermer des zones ici, donc je vous rappelle, je suis sur le calque dédié, je suis pas sur les traits, vous allez pouvoir prendre un pinceau de 1 pixel, okay, donc qui a une dureté et qui a 1 pixel uniquement, et vous allez sur le calque qui servira au remplissage, pouvoir rapidement venir, et bien fermer la zone. Alors ici j'ai peut-être un problème sur ma brosse, non ici qui doit être bien comme je le veux, mais je peux venir l'agrossir un petit peu ici pour la vidéo, ça sera plus... Ah bah oui, excusez-moi, j'ai tout simplement verrouillé, je suis pas sur le bon calque, tout simplement. Quand vous annulez, n'oubliez pas que vous, vous venez changer de calque ici. Donc là, si je reviens maintenant, voilà, avec la brosse par défaut, vous voyez que je vais pouvoir lui dire quels sont les endroits ici. Je vous rappelle aussi que toutes ces vidéos, je les fais volontairement en un one-shot, parce que sinon je ne les ferai pas, je n'aurai pas le temps. Donc désolé, je ne vais pas couper, et c'est la raison pour laquelle je ne coupe pas, c'est pour pouvoir le faire, sinon je ne ferai pas. Donc je préfère prendre ce parti pris. Voilà, donc ici, vous voyez que j'ai pu fermer du coup mes traits assez facilement, je peux en profiter pour fermer ici, je peux en profiter pour fermer ici, etc. Et à partir de ce moment-là, je peux reprendre mon pot de peinture en faisant volontairement 2 ou 3 fois, ça dépend des traits, voilà, ici, et je peux fermer. Alors là, du coup, il y avait encore un élément qui n'était pas fermé, voilà, à moi de le trouver. Il devait y avoir une petite zone qui n'était pas fermée quelque part, et qui doit être simplement sur ce personnage-là, ici. Donc voilà un petit peu comment ça va fonctionner, et à quoi servent ces éléments. 2 petits boutons dont je ne vous ai pas parlé ici, une autre méthode aussi, qui peut être intéressante, plutôt que le pot de peinture, surtout quand vous aurez des traits, par exemple, qui sont assez brumeux, on va dire, qui sont pas aussi nets que ça, c'est plutôt la baguette magique, toujours avec les mêmes principes, toujours la baguette magique. L'avantage ici, c'est que comme c'est une sélection, vous pouvez la dilater par vous-même à la dimension que vous voulez, et ici, vous pourrez simplement venir, je vais changer de couleur pour ça, vous pourrez tout simplement venir faire ceci, ou venir, excusez-moi, quand vous utilisez ceci, au lieu de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire ceci plus 1, ou voire même plus 2, voilà, si vous cliquez ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire plus 1, donc d'où le plus 1, ou plus 2, il va remplir avec la couleur de premier plan, et désélectionner. Là. Alors là, du coup, il va falloir que je viens de trouver en live un bug que je corrigerai, mais en gros, voilà ce qu'il va faire ici, lorsque je vais avoir corrigé ce bug, donc attendez le prochain patch pour ça. Donc voilà à quoi ça sert. Donc ici, voilà pour ce qui est de ce panneau, le but étant, encore une fois, de structurer. Ce que je vous ai montré ici, c'était juste pour vous faire un aperçu, mais normalement, à ce niveau-là, je ne vais me contenter que des aplats de premier plan, des aplats d'arrière-plan, et de commencer à juste donner des couleurs de base,
aux éléments, et du moment où on commence à rentrer dans un niveau de détail, de sous-détail à l'intérieur du calque d'arrière-plan et le calque de premier plan, et bien à partir de ce moment-là, on a commencé quand même déjà la couleur, on va commencer à mettre des couleurs proches de l'ambiance et affiner l'ambiance colorée que l'on veut. Hein, exactement comme on l'a ici, on va avoir des ambiances colorées différentes, et on va commencer à chercher, à affiner son ambiance couleur en utilisant par exemple la commande U, ou CTRL U sur Windows, pour ce qui est de mon cas. Voilà, donc théoriquement, si tout se passe bien, le temps que vous voyez cette vidéo, ces deux petits boutons-là seront corrigés, parce que je vois tout simplement où est mon erreur, j'ai oublié de remplacer par le bon script. Voilà, donc je vous dis donc à plus tard sur un autre tuto pour la rubrique Colorization, et aussi la partie optimisation des planches à l'impression.